Village éclairé, tu as tenu parole. Traité fort, Rambabo, ah ouais. Chers amis de la presse nationale et internationale, chers amis de la presse en ligne, merci encore une fois en l'espace de 2 semaines au cours de ce mois d'août d'avoir accepté mon invitation. Depuis le 6 août dernier, date de l'annonce malheureuse et anticonstitutionnelle de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020, M. Alassane Dramane Ouattara a de nouveau précipité notre pays, la Côte d'Ivoire, dans une zone de turbulence à l'issue incertaine. Son refus délibéré de respecter les articles 55 et 183 de notre Constitution, qui, sans équivoque, lui ôtent la possibilité de briguer un 3e mandat, même dans une nouvelle république, a provoqué une vague de remous sociaux sur l'ensemble du territoire national et est en train de nous conduire irrémédiablement vers le chaos qui avait été prédit en 2016 par le ministre Cissé Bakongo. En effet, depuis quelques semaines, de l'est à l'ouest, du sud au nord, en passant par le centre, des manifestations de protestation contre cet autre viol de la Constitution par celui-là même qui est censé en être le garant, sont régulièrement organisées par le peuple de Côte d'Ivoire. Les populations, particulièrement les jeunes et les femmes d'Abengourou, d'Adzopé, à Coupé, à Boville, à Lépé, Yakase à Tobrou, Yakase Me, Tanda, Dembokro, Sankadiokro, Aniaswe, Prikro, Kunfao, Tankese, Daoukro, Tumoti, Tiebisu, Divo, Giberoua, Gagnoa, Soubre, Sayua, Isia, Grand Zatri, Zoukoupe, Saint-Fra, Bangolo, Giglo, Diokwe, Kouibli, Fakobli, Ferkesedougou, Korogo, Tabou, Dabou, Sikensi, Tiasale, Ndoussi, Elibou, Bonoua, Benjerville, Songon, Yopougon, Akouedo, Anono, Port-Boué, Abobotoumé, Belleville à Bobo. Et je vais m'arrêter là, parce que je ne vais citer que ces villes et ces communes d'Abidjan. Conformément à leur droit constitutionnel, ces populations se sont dressées, les mains nues, pour protester contre cette autre imposture. Hélas, alors que nous avions espéré que notre appel du mardi 11 août 2020, qui invitait les forces de l'ordre à exercer correctement leur rôle régalien d'encadreur des manifestations, serait entendu, il a été donné à la communauté nationale et internationale de voir les forces de l'ordre se lancer dans une action répressive contre des jeunes et surtout contre des femmes sans défense, avec un déploiement de chars et d'engins de répression, y compris des aéronefs, provoquant des scènes de barbarie d'un autre âge, avec à la clé des arrestations,
et de nombreuses victimes. Parmi les personnes arrêtées, il faut mentionner Mme Bilchéri Edith Balé, militante des droits de l'homme, coordinatrice nationale de la plateforme de la société civile Action citoyenne ivoirienne, ACI, qui est incarcérée. Quant aux victimes, le bilan macabre provisoire au 25 août 2020 est lourd. Il y aurait au moins 23 morts. Au titre toujours des victimes, en plus de ces morts, il faut déplorer de nombreux blessés. Des destructions délibérées et ciblées des biens des populations jugées proches de l'opposition par des supplétifs instrumentalisés, les microbes, et qui, selon le rapport d'Amnesty International publié le 17 août 2020, seraient encadrés par les forces de l'ordre. Je prends à nouveau la parole et je la prendrai désormais chaque fois que de besoin. Je prends la parole pour tirer la sonnette d'alarme parce que le contexte devient particulièrement préoccupant. Notre pays est en train de basculer dans des violences inacceptables. Parce que des gens, contre la volonté du peuple et contre le droit constitutionnel, ont décidé de prendre en otage le pays en s'enracinant au pouvoir par tous les moyens, même s'il faut marcher dans le sang des Ivoiriens, allant jusqu'à organiser des affrontements intercommunautaires. Autant d'actes qui sont passibles de poursuites devant la Haute Cour de justice ivoirienne et les juridictions interafricaines. Face à cela, je ne peux pas me taire. Des citoyens manifestent les mains nues pour défendre et protéger leur constitution. Et on leur oppose la brutalité. Je ne peux pas me taire. Et comme moi, d'autres leaders d'opinion devraient se lever pour donner de la voix et dénoncer ces manques de respect de nos droits et de notre Constitution. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces citoyens morts pour notre pays. Tous ces citoyens morts pour s'être dressés contre le viol de notre Constitution et l'imposture. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées par cette méchanceté inutile. À nos concitoyens meurtris dans leur chair, qui porteront pour certains et peut-être pour toujours des séquelles. À ceux qui ont perdu leur commerce, leurs entreprises, leurs logements, leurs biens acquis au prix de dur labeur. À tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été des victimes des effets directs ou des effets collatéraux de cette crise préélectorale. Je dis Yako. Je vous exprime toute ma compassion. Je voudrais à nouveau inviter les forces de l'ordre à l'exercice de leur mission, qui est d'abord et avant tout de protection, plutôt que de répression, dans un état de droit et dans une république démocratique, afin d'éviter à notre pays ce triste décor post-manifestation des civils. Je voudrais les inviter à la retenue. La liberté de manifester est un droit qui est dévolu et reconnu aux citoyens. Elle est le miroir
de la vie d'une nation qui se veut démocratique. Et ainsi que l'a dit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, la répression et l'intimidation n'ont pas leur place en démocratie. Je déclare ici et fermement que nous ne céderons ni à aucune intimidation, ni à la répression. Ceci dit, je voudrais revenir sur une proposition que j'avais faite lors de mon point de presse. J'avais demandé que pour la paix et la réconciliation nationale, et afin que les élections programmées se déroulent dans un environnement apaisé, que M. Ouattara prenne une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Permettre aux exilés de retrouver leur terre natale. Et pour que M. Laurent Gbagbo, désormais acquitté des charges contre lui devant les juridictions de première instance de la Cour pénale internationale, puisse non seulement rentrer au pays, mais jouir de tous ses droits de citoyen. En réponse à ma requête, le pouvoir a durci sa position. Non seulement la Commission électorale indépendante, CEI, a maintenu le retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, mais les juges de première instance viennent d'entériner ce retrait en prononçant sa radiation définitive des listes. Nous continuons d'espérer que M. Laurent Gbagbo sera rétabli dans ses droits. M. Ouattara, lors de son investiture en tant que candidat du RHDP, se gargarisant de sa prochaine victoire, s'est cru bien fondé de menacer que quiconque voudra perturber les élections le trouvera sur son chemin. Je voudrais redire que personne ne pourra plus intimider, que personne ne pourra plus nous intimider quand il s'agit de la vie et de l'avenir de notre nation. Les Ivoiriens doivent se donner le droit et la liberté de voter le meilleur d'entre ceux qui aspirent à diriger les destinées de leur pays. Ils n'acceptent donc pas que par des subterfuges juridiques, des manipulations des conditions électorales et par des intimidations, des candidats soient écartés des élections. Non, nous n'acceptons pas cela. À propos des élections, tous les observateurs attentifs de la vie politique de notre pays s'accordent pour dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour obtenir des votes propres et transparents dans un environnement sécuritaire et sain. Beaucoup de manquements entourent l'organisation de ces élections. Premièrement, concernant le président même de la CEI, M. Kouibert Koulibaly Ibrahim, vient de se rendre coupable d'une faute professionnelle grave par laquelle il se disqualifie lui-même et doit être révoqué de la présidence de la CEI. En tant que citoyen de cette nation, je le recuse à ce poste. Maître Claude Maintenon, ancien bâtonnier, avocat à la Cour, dans son développement publié dans la presse locale, notait ceci parlant du président de la CEI. Et je cite, « Mais il n'a pas pu échapper au président de la CEI, lui-même magistrat de formation et de fonction récente,
que son intervention télévisée sur un sujet aussi sensible en cours d'instruction devant la juridiction électorale que lui-même préside et qui, à la date de son intervention, n'avait pas encore vidé sa saisine, constitue une faute professionnelle incontestablement disqualificative qui eût nourri suspicion légitime et commande sa récusation dans un contentieux classique. Bien mieux, une telle sortie médiatique le 16 août 2020, alors même que la CEI saisie depuis le 5 août du contentieux de l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, n'avait pas encore vidé officiellement sa saisine à la date du 16 août, contrevenait aux dispositions de l'article 22 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CEI qui dispose: les délibérations de la CEI sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, je ne fais que citer, il est interdit sous peine de révocation à tout membre de la commission d'exciper ou d'user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers des documents reçus ou établis par la commission. Voilà, c'est simple. La révision de la CEI ne concerne pas seulement la justice et l'équité de cette institution, mais également et surtout sa neutralité et son équilibre. Entre les mains de personnalités partisanes, cet instrument devient une arme, un moyen redoutable de manipulation et de falsification. En 2010, le président Laurent Gbagbo avait cru bien faire en cédant la présidence de la CEI à ses adversaires. Et c'est ainsi qu'après M. Mabé Robert, un autre cadre PDCI allié du RDR, en l'occurrence M. Youssouf Bakayoko, avait été retenu pour la présider. Il est vrai que ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est elle qui traite les bulletins. Et c'est elle qui dit les premiers résultats. Ici, la rigueur et l'intégrité, la neutralité sont donc des exigences incontournables. Quant à moi, j'ai toujours souhaité que la CEI soit vraiment indépendante. Et par conséquent, qu'elle soit dirigée, qu'elle soit présidée par des personnalités qui n'ont aucune filiation avec aucun parti politique. Les représentants des partis devraient simplement être chargés de contrôler l'équité et la neutralité effective des actes posés par cet organe constitutionnel. Deuxièmement, sur l'organisation des élections. De graves anomalies constatées notamment sur le fichier électoral ne sont pas prises en compte. Nos équipes communes 9 pays PDCI ont trouvé sur la liste électorale 7000 inscrits sans père ni mère. 35 Burkinabés en possession de cartes d'électeurs. 7 inscrits âgés de moins de 1 an. 20 électeurs inscrits dans 7 bureaux de vote différents. Une personne qui se retrouve elle seule à Koumassi, à Abobo, à Marcory, à Bassam,
à Cocody, à Djamé, à Tegoubé, à Nyama, à Benjerville, à Yopougon, à Trècheville, à Port-Boué et au plateau. Elle seule, elle est potentiellement détentrice de 13 cartes d'électeurs. Ils y ont même trouvé des décédés sur la liste. C'est le cas, par exemple, de M. Charles Kofi Dibi. On y trouve également des augmentations anormales du nombre d'électeurs. L'étude sur tout l'ensemble du pays n'est pas encore achevée. Mais déjà, sur Abidjan, l'attention est retenue à propos de la commune du Plateau. La commune du Plateau, en 2015, comptait 24 091 électeurs. Aujourd'hui, en 2020, cette commune-là compte 66 266 électeurs. On est passé de 24 000 à 66 000. Au Plateau, ce qui correspond à 42 145 électeurs en plus, soit une augmentation de 175,07%. La commune de Port-Boué, qui comptait en 2015 97 617 électeurs, compte aujourd'hui en 2020 134 365 électeurs, ce qui correspond à 36 000 électeurs en plus, soit une augmentation de 37,65%. Port-Boué, cette commune qui a connu ces derniers temps tous les déplacements des quartiers détruits, cette commune-là connaît une augmentation de 37,65% des électeurs. Ces élections-ci ne doivent pas se tenir. Tant que les graves anomalies constatées sur leur organisation ne sont pas corrigées. Je cite notamment la constitution même de l'organe, les radiations contre-performantes des listes, l'audit de la liste électorale, l'adoption consensuelle du découpage électoral, l'annulation des décisions prises par le chef de l'État concernant les parrainages et la caution de 50 millions CFA, etc. Frères et sœurs, refusons de légitimer cette parodie d'élection avec cette liste électorale non auditée, cette commission électorale non consensuelle et partisane, ce conseil constitutionnel dont la composition n'augure rien de bon. Organisées en l'État, ces élections seront loin d'être justes, loin d'être équitables, loin d'être transparentes. Nous ne voulons pas de semblant d'élection présidentielle. Cette élection-ci est pipée d'avance. Frères et sœurs, il ne s'agit ici ni de nos ambitions personnelles, ni de nos convictions idéologiques. Ce qui est en jeu ici, ce qui est en jeu, c'est l'intégrité de notre nation. C'est notre sécurité à l'intérieur de nos frontières. Il s'agit de nous réapproprier le destin de notre pays. Et cette question-là, elle interpelle chacun d'entre nous. Elle interpelle tout le corps social de notre pays. Les hommes d'affaires, les intellectuels, les spécialistes de droit et de justice, les travailleurs, les fonctionnaires et agents de l'État, le monde paysan, les forces de l'ordre ou de sécurité, les étudiants, les jeunes, les femmes, les sans-emploi, etc. Tous
nous sommes concernés. Je le répète, l'avenir de notre nation est en jeu. À ce que j'entends, certains Ivoiriens sont en train de se laisser gagner par le découragement à cause des agissements et des propos de M. Ouattara. Ce n'est pas là un sentiment adéquat. Je dis une fois encore, levons-nous pour notre nation. Quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, levons-nous, barrons la route à toute forme de forfaiture, à toute forme d'arrogance. Reprenons notre pays en main. Quand un peuple le veut, il le peut. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir de toute la Côte d'Ivoire se joue ici et maintenant. Et pour adresser cette question vitale, moi, j'ai déposé mon cœur dans l'eau. Non, il n'y a en moi ni peur, ni colère, ni irritation, ni haine. Nous restons adossés aux lois humaines que nous nous sommes nous-mêmes librement données. Et nous restons adossés aux lois divines. Les versets 35 et 36 du psaume 37 déclarent au demeurant: j'ai vu le méchant. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Nous avons notre nation à bâtir. Levons-nous et bâtissons-la ensemble, tel que les Saintes Écritures nous le recommandent dans Isaïe 28, verset 17. Je ferai de la droiture une règle. Et je ferai de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. J'ai dit à tous les candidats, à tous les Ivoiriens, que des élections auront lieu en Côte d'Ivoire, auront lieu dans ce pays. Et nous y participerons. Mais auparavant, notre nation aura réformé l'environnement électoral et aura reconquis sa paix, sa justice et sa sécurité. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens. Je vous remercie. Je suis Boga Sibori, je suis journaliste à la voix originale. Vous l'avez dit vous-même, notre pays est à la croisée des chemins. Madame, nous savons qu'à Benoît, il y a eu des morts. Il y a eu un affrontement des populations. Il y a eu des morts à Gagnois, à Daoukro, un peu partout. Mais le secrétaire exécutif du RHDP, Adamabi Togo, vous a nommément cité comme étant la responsable des morts à Benoît. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rosemont Foncé d'Ivoire TV.net. Vous avez dit dans vos propos liminaires que la liste électorale indépendante est bourrée d'anomalies. Pourtant, le président Puibert a dit sur le plateau d'NCI qu'on ne peut pas remettre en cause tout le processus électoral à cause de moins de 3% d'anomalies. Si vous avez saisi la commission électorale indépendante, quelle a donc été sa réponse? Merci. Marius Akafis, je suis journaliste sur improveafrica.com. Madame la Présidente, hier nous avons appris via les médias sociaux que le président Laurent Gbagbo serait candidat à la présidentielle 2020.
Ce qui est étonnant, quand on sait que tout le long du processus, nous n'avions pas eu vent de cette nouvelle-là. Je vais parler par exemple de l'opération des parrainages, et ainsi de suite. Est-ce que vous confirmez cette information et quelles sont les perspectives de la candidature du président Laurent Gbagbo? Je vous remercie. C'est Alain Zadi de l'Infodrome. Je vais aller un peu dans le sens de mon prédécesseur. Effectivement, hier, Georges Aurier avait dit qu'il allait déposer la candidature de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, vous dites qu'il ne faudrait pas qu'on aille aux élections. Bon, je me demande s'il n'y a pas une contradiction à ce niveau. Coulibaly, la génération nouvelle. Madame la Première Dame, dans votre intervention, vous avez invité les Ivoiriens et l'ensemble des candidats à ne pas légitimer cette élection. Avant vous, Guillaume Kibakori Soro également avait l'ancien appel du même genre. Doit-on considérer cela comme un appel au boycott? Merci beaucoup, merci les frères. La première question concerne l'accusation portée par M. Big Togo, qui, comme vous l'avez dit, m'a accusé d'être à l'origine des manifestations de Bonois, parce que je suis de Bonois. Je suis de Bonois. Et Big Togo lui-même, il dit qu'il est de Agoville. Il est donc responsable de toutes les manifestations qu'il y a à Agoville et de tous les massacres et de toutes les tueries à Agoville. Ouais, ce sont des propos qui sont des propos fallacieux et qui sont des propos inacceptables de la part de quelqu'un qui se dit responsable dans une nation. Monsieur Coulibaly, président de la CEI, a annoncé qu'il y a moins de 3% d'anomalies sur les listes électorales. Mais moins de 3% d'anomalies, là, c'est grave. Et un responsable qui est chargé de diriger, d'organiser les élections et qui reconnaît qu'il y a des anomalies sur les listes, c'est grave. Et il veut jouer sur le pourcentage, mais ça, c'est lui qui a fait son analyse. Hein. Nous n'avons même pas encore pu, nous avons demandé que la liste électorale soit véritablement auditée. S'il n'y a que 3%, faisons l'audit. Et puis ça confirmera sa position, et puis ensemble on prendra la décision de ne pas tenir compte des 3% et d'aller quand même aux élections. Moi, mon propos, c'est j'invite le pouvoir, j'invite M. Couibert à organiser l'audit de la liste électorale. Et puis on verra à ce moment-là. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est ça, c'est la troisième question. La EDS a annoncé hier son intention de forcer quand même le barrage qui est dressé sur sa route. Bien. Je disais que EDS ça marche, oui. Donc je disais que EDS a annoncé sa volonté d'inscrire, de forcer le mur, n'est-ce pas? La montagne qui est dressée sur son chemin pour faire accepter son candidat. Parce que EDS, tout comme moi, nous voulons aller aux élections. Nous ne sommes pas contre les élections. Hein. Il y a j'en profite pour répondre en même temps à M. Coulibaly Lamine. Nous ne demandons pas de boycotter les élections. Hein. C'est pas ce que nous demandons. Nous disons que ces élections-ci, dans les conditions où elles sont organisées en ce moment-ci, ces élections-là ne sont pas bonnes pour la nation.
et qu'il faut s'asseoir, il faut organiser, il faut réviser, il faut réformer. Il faut que nous fassions l'économie d'une nouvelle crise post-électorale. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Et que dans cette période-ci, qui est la période pré-électorale, que nous nous asseyons et que nous fassions toutes les réformes qui s'imposent. Voilà ce que j'ai dit. Le reste, on tirera les leçons. Hein? Mais je ne demande pas de boycotter les élections. J'ai dit que les élections, si là, dans les conditions actuelles, ne doivent pas se tenir. Voilà ce que j'ai dit. Alors, moi, j'aimerais savoir, voici que vous êtes, je dirais, le FPI en alliance avec le PDCI et d'autres partis politiques. Aujourd'hui, on annonce que le président du PDCI va déposer sa candidature, ses dossiers. Vous appelez à ne pas aller tout de suite à ces élections parce qu'elles sont déjà pipées. Est-ce que l'attitude de vos, je dirais, partenaires ne biaise pas votre, je dirais, votre démarche? Est-ce que vous ne pouvez pas changer peut-être de stratégie en appelant, si je ne m'abuse, à toute l'opposition unie pour aller contre Alassane Ouattara dans les urnes, voir la majorité? Parce que je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un seul parti ne peut pas gagner les élections à lui tout seul. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas aborder cette stratégie aussi? Vous avez remis en cause d'abord la gouvernance du président de la CEI, la composition du fichier électoral. Concrètement, est-ce que je veux savoir concrètement, est-ce que vous êtes prêt à participer à des élections à venir, si vos revendications ne sont pas satisfaites? À travers ce discours que nous venons d'entendre, ne craignez-vous pas des poursuites judiciaires pour incitation à la révolte, comme c'est le cas de M. Innocent Andaki Kodena? Je voudrais vous remercier pour la suggestion que vous faites, parce que c'est ça qui est normal. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que l'opposition doit s'organiser pour, à ce niveau-là, parler d'une même fois. Mais ça vient. Ça vient. Vous avez écouté ce qui a été dit hier par l'EDS. Ça va exactement dans le même sens que ce que j'ai dit. Vous avez écouté ce que M. Dikavier a dit plusieurs fois. Ça va dans le même sens que ce que j'ai dit. Sauf que eux ont déposé leur candidature et que c'est une question qu'il faut traiter. Ma conviction, c'est que les élections, là, qu'on ait déposé sa candidature ou pas, ces élections-ci, là, on doit faire en sorte pour qu'elles ne se tiennent pas. Alors, il y a le suivant qui dit que je mets en cause des conditions de participation si les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Si les conditions ne sont pas réunies, j'ai l'intention de l'appeler lui-même comme il est porte-voix pour qu'il appuie ma position, ma revendication, que vous tous vous appuyez ma position, ma revendication sur plusieurs fois s'élève. Vous allez voir que la montagne va bouger. C'est une question qui concerne tous les Ivoiriens. Et il y en a qui demandent comment on doit faire pour que les élections ne se tiennent pas. Et on doit d'abord dénoncer ce qui se passe. Et c'est ce que je suis en train de faire. On doit dénoncer ce qui se passe. On doit le dire haut et fort, jusqu'à ce que les choses bougent. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et je souhaiterais qu'on soit nombreux à élever la voix. Je l'ai dit dans le texte liminaire, pour que les élections se tiennent. Mais en tout cas, ma proposition, c'est qu'on va crier jusqu'à ce que les conditions des élections soient changées.
a un qui me demande si je ne crains pas de poursuites judiciaires. Bon. Ah. Si des poursuites judiciaires viennent, parce que je fais une revendication qui est juste, comme on dit, Dieu jugera entre nous et ceux qui me poursuivent. Georges Kwame relève que Gbagbo n'a pas encore reçu son passeport. Ce qui est un véritable scandale. Et c'est tout à fait anormal. Voici mon point de vue. J'arrive même pas à comprendre pourquoi on refuse le passeport au président Gbagbo. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Parce que, bon, qu'on lui donne son passeport, là, ça enlève quoi au pouvoir de M. Ouattara? Ou bien, est-ce que c'est sa venue ici là qui est tellement effrayant? Mais il va venir, il va venir. Et puis, qu'est-ce que je pense de la candidature de Yafi? Certains citoyens peuvent se porter candidat. Et il n'est pas candidat de mon parti. Hein. Si vous me demandez ce que je pense de la candidature de M. Alassane Ouattara, comme cette candidature n'est pas constitutionnelle, j'en parle. Mais sinon, tous les autres citoyens, là, celui qui veut présenter sa candidature, il présente sa candidature. Je leur dis à tous ceux qui ont présenté leur candidature que je souhaiterais, ça c'est mon souhait, qu'on n'aille pas à ces élections-ci. Quel que soit leur nom, quel que soit leur parti, je souhaiterais qu'on n'aille pas à ces élections-ci. Je m'adresse même aux militants du RHDP pour leur dire leur candidat a déposé sa candidature, mais je souhaiterais que dans ces conditions-ci, là, il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire. La question, je l'adresse à tous les Ivoiriens, quel que soit leur parti, quel que soit leur bord, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie. Dès que l'opposition a annoncé des manifestations de rue, le secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Adama Pitoko, a dit que les militants du RHDP avaient fait prévaloir leur majorité dans la rue. Aujourd'hui, nous voyons des affrontements entre des Ivoiriens, mais notamment entre les militants qui se réclament du RHDP et les militants de l'opposition qui marchent pacifiquement. Il y a des morts. Quel est le rapport que vous faites entre sa déclaration et ce qui se passe sur le terrain? Merci. Bon. La démocratie en Côte d'Ivoire se construit depuis 1990. Et c'est une marche qui a été laborieuse. Et puis, sous la gouvernance du président Houphouët, on a fini par s'entendre sur un modus vivendi. L'opposition a le droit de manifester. Le pouvoir, dans ces conditions-là, doit encadrer les manifestants. En contrepartie, l'opposition a le devoir de manifester pacifiquement, sans casser. Au début, ça a été difficile. Les premières marches
ceux qui ont suivi l'actualité ivoirienne doivent se souvenir de la toute première marche qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, à Benoît. Oui. Le premier meeting de l'opposition s'est tenu à Benoît. Et ce meeting a été dispersé dans la force et dans la violence par les policiers du PDCI de l'époque. Ça a été très dur. Mais c'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'on entendait des grenades lacrymogènes tonner. C'était la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voyait, qu'on respirait des gaz lacrymogènes. Et puis il y a eu d'autres marches comme ça, d'autres manifestations comme ça, au plateau, à Korogo, qui ont été également dispersées dans la violence. On était en train d'apprendre la démocratie. Et finalement, chacun a appris. Et on a mis en place des règles. Vous manifestez, nous on encadre. Vous ne cassez pas. Et nous, on ne vous tabasse pas. Et puis c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Mais le RHDP est au pouvoir aujourd'hui. Et bon, peut-être qu'à cette époque-là, ils n'ont pas suivi. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. Et au lieu de respecter ces règles-là, qui sont pourtant bien écrites, quand vous décidez de manifester, eux estiment que la manifestation là-même, elle ne peut pas être reçue. Elle ne peut pas être autorisée. Donc, quelles que soient les dispositions que vous prenez, eux, leur réaction, c'est de venir frapper. C'est de venir tabasser. Et c'est donc, c'est pour ça que vous avez constaté ce que vous avez dit. Des Ivoiriens décident de manifester, ils le disent clairement, on va manifester contre ceci. On va marcher dans les rues, ou bien on va faire un sitting ici. En réponse, eux, ils lèvent leurs propres troupes pour venir attaquer les manifestants. Ça veut dire qu'on doit retourner encore à l'école de la démocratie pour apprendre à ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui là comment doit fonctionner une société démocratique. Voilà ce que je peux faire comme commentaire là-dessus. Voilà. Des arrestations, le fait de mobiliser une population qui vous soutient, vos militants, etc., pour venir attaquer, c'est honteux, je peux dire ça comme ça. C'est honteux. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Quand eux font les manifestations, il n'y a pas longtemps, le président Alassane a mis même dans les quartiers des écrans géants pour transmettre, pour diffuser les manifestations, pour que les gens dansent, etc. etc. Hein? Oui, c'était au moment du message à la nation. Mais qui les a attaqués? Est-ce que l'opposition est allée les attaquer? L'opposition, là, elle a appris depuis 1990 à la société ivoirienne tout entière comment fonctionne la démocratie. Et elle reste sur cette voie-là. Comment fonctionne la démocratie. Il faut que les autres là nous rejoignent et qu'ils apprennent. Et ils verront qu'il n'y aura plus de problème. Si tu manifestes, que tu as annoncé ta manifestation, les autres te regardent. Tu fais ta manifestation. Si eux aussi veulent contre-manifester, ils font leur contre-manifestation, mais à part, ils ne viennent pas attaquer les troupes de ceux qui sont en train de manifester. C'est ça
C'est comme ça que la société doit fonctionner. Tant qu'elle ne fonctionne pas comme ça, ça provoque des crises, ça provoque des tensions inutiles. Voilà ce que je voudrais vous répondre. Je voudrais, conclusion, oui, je voudrais vous remercier pour, d'abord pour l'écoute, et puis aussi pour les questions que vous avez soulevées, que vous avez posées. C'est ça l'expression de la démocratie. Chacun dit ce qu'il pense et puis il donne à l'autre la possibilité de répondre à ce qu'il pense. Mais comme je l'ai dit, notre pays est à la croisée des chemins. Et nous devons pourtant aller de l'avant. Nous devons aller et construire ensemble une Côte d'Ivoire apaisée. Une Côte d'Ivoire respectueuse des droits et des libertés des citoyens. Je voudrais vous remercier et espérer que vous allez vous faire écho à ces propos que j'ai tenus, de manière à ce que toute la Côte d'Ivoire sache que ces élections-ci, elles sont dangereuses pour l'équilibre, pour la santé, pour l'unité même de la nation. Et qu'il faut d'abord régler tous les problèmes préalables là, avant d'aller à cette élection. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu vous bénisse. Merci, Madame la Présidente.